Bonjour à tous. Juste avant de commencer, je sais Arlette que tu nous écoutes, tu nous regardes. On t'envoie le salut fraternel, on est des milliers ici et on te donne rendez-vous à notre fête nationale après elle, pendant le week-end pas de la Pentecôte justement, ça commence bien, le week-end de l'Ascension et à très vite. Camarades et amis, que ce soit l'explosion des prix, la baisse des salaires, les fermetures d'entreprises qui se succèdent, l'exploitation qui se durcit, la dégradation des conditions de vie ou que ce soit la guerre en Ukraine et ses conséquences dramatiques, tout nous conforte dans l'idée qu'il faut d'urgence reconstruire un parti communiste révolutionnaire, qu'il faut un parti et des militants dans la classe ouvrière qui posent la question clairement du renversement de cette société capitaliste complètement folle qui nous emmène collectivement droit dans le mur. En tant que militant ouvrier, je veux pour ma part vous dire à quel point il m'apparaît nécessaire, indispensable, crucial pour notre avenir à tous que le courant communiste révolutionnaire s'implante dans notre classe, la classe des travailleurs. Parler de la classe des travailleurs, c'est déjà une façon de combattre toutes les tentatives qui sont faites par le patronat, les politiciens et les journalistes à leur service pour tenter de nous diviser. C'est tous les jours que l'on entend qu'il n'y aurait rien de commun entre un ouvrier d'un groupe du CAC 40 et celui d'une petite entreprise. Rien de commun entre une employée du ménage et un informaticien. Rien de commun entre un travailleur du bâtiment et un cheminot, entre une aide à domicile et un comptable. S'ils cherchent à nous diviser, c'est parce qu'ils craignent par-dessus tout que nous retrouvions la conscience de ce qui fait notre force, la conscience de l'unité de nos intérêts fondamentaux. Car les travailleurs, au contraire, ont derrière leur immense diversité, l'essentiel en commun. D'abord, parce qu'ils n'exploitent personne et n'ont pour vivre que leur salaire, leur pension de retraite s'ils sont retraités, leur allocation s'ils sont privés d'emploi. Ensuite, parce que ce sont eux qui font tourner la société, ce sont eux qui, dans leur ensemble et tous à leur échelle, contribuent chaque jour à faire en sorte que le monde fonctionne. Nous dépendons tous les uns des autres. Aucun de nous ne pourrait travailler ni même vivre sans le travail des autres. C'est d'abord une évidence sur une chaîne de production d'une entreprise comme celle où je travaille, où les voitures sont assemblées à partir de pièces qui arrivent non seulement des quatre coins du pays, mais même des quatre coins du monde. Et où, plus généralement, mes camarades et moi ne pourrions pas travailler dans cette usine sans que d'autres travailleurs nous fournissent l'électricité, fabriquent nos outils, nos bleus de travail, nos chaussures de sécurité, nous emmènent au boulot par le train ou le bus, ou nous nourrissent tout simplement à la cantine. La pandémie l'a d'ailleurs parfaitement montré. Pour que les usines continuent de tourner, il a fallu que le gouvernement rouvre les écoles et permette aux gardes d'enfants d'exercer. Il a fallu laisser les commerces ouverts parce que les travailleurs ont besoin de se nourrir. Il a fallu laisser rouler les bus et les trains pour qu'ils puissent aller au travail. Non, il n'y a pas, comme on voudrait nous le faire croire, des millions de travailleurs individuels, isolés et éparpillés. Il y a une immense chaîne de travail dont chaque maillon dépend de tous les autres. Et c'est cette immense chaîne qui s'appelle la classe ouvrière. Oui, quel que soit notre métier, notre travail, notre nationalité, avec ou sans croyance, nous appartenons tous à une seule et même classe sociale. Nous faisons tous partie d'un seul camp et c'est celui que nous affichons fièrement sur les affiches de notre campagne, le camp des travailleurs. Nous aspirons à être présents dans tous les secteurs de la classe ouvrière, dans les usines et les bureaux, les commerces et les chantiers, les transports et les services. Mais le terrain déterminant sur lequel se joueront les affrontements futurs entre le grand patronat et la classe ouvrière, ce seront les grandes entreprises. Car les grandes entreprises sont les principales citadelles du capitalisme et c'est en prenant les citadelles
que l'on gagne les grandes batailles. Les grandes entreprises, et en particulier les usines, sont des lieux où sont concentrés des milliers de travailleurs qui vivent ensemble aux mêmes heures, jour après jour, les mêmes conditions d'exploitation. Ce sont des lieux où la contestation peut se répandre comme une traînée de poudre et entraîner d'un seul coup des milliers de femmes et d'hommes dans la lutte. Ce sont des moments rares, exceptionnels, mais ce sont ces moments-là qui comptent. Lorsque d'un coup, dans des ateliers où on ne s'entend même pas parler tellement le vacarme des machines est énorme, en quelques instants, le silence se fait d'un bout à l'autre de l'usine parce que les ouvriers ont arrêté les machines, parce que c'est la grève. Quand une telle grève éclate dans une grande entreprise, le retentissement en est toujours considérable. Parce que bloquer par la grève une grande entreprise, c'est paralyser l'économie d'une ville ou d'une région entière, c'est instaurer d'emblée un certain niveau de rapport de force. Parce que de ces grandes entreprises dépendent des dizaines de sous-traitants qui, à leur tour, peuvent être gagnés par la grève. Parce que ces grandes entreprises emploient suffisamment de travailleurs pour pouvoir envoyer des dizaines de groupes de grévistes rencontrer ceux des autres boîtes. Je l'ai vécu avec mes camarades pendant la grève de PSA Aulnay en 2013, mais comme tant d'autres militants du mouvement ouvrier avant nous, et surtout à une toute autre échelle. Et parce que derrière ces milliers de travailleurs d'une grande entreprise, il y a les familles, les amis, les voisins, autant de travailleurs qui, eux aussi, seront d'une manière ou d'une autre touchés par la grève, la vivront aux côtés des grévistes et pourront être à leur tour gagnés par la contagion gréviste. Mais la grève, ce n'est qu'une première étape. Ce n'est qu'un moyen de se défendre et pas une fin en soi. L'objectif fondamental des révolutionnaires, ce n'est pas d'arrêter la production, c'est que les travailleurs en aient la maîtrise, le contrôle. C'est que les travailleurs dirigent eux-mêmes les usines et au-delà, la société tout entière. Et il y a une chose dont nous sommes bien certains, c'est qu'ils le feront bien mieux que ne pourra jamais le faire la bourgeoisie, parce que les intérêts des travailleurs ne sont pas différents de ceux de toute la société, parce que la société, nous la faisons déjà entièrement tourner, parce que les travailleurs sont bien plus compétents que les pseudo-experts de la bourgeoisie. Alors oui, camarades, le jour où les travailleurs dirigeront cette société, on peut être sûr qu'enfin, elle arrêtera de marcher sur la tête. Le rôle fondamental d'un parti communiste révolutionnaire, c'est d'incarner justement ces perspectives. C'est d'abord d'exprimer la conscience que tous les travailleurs appartiennent à une même classe, de propager cette idée, d'en convaincre les camarades de travail, de défendre au jour le jour la politique qui en découle. Et c'est défendre la conviction que cette politique de classe doit avoir pour but le renversement du pouvoir de la bourgeoisie et l'émancipation des travailleurs. Le cœur de l'exploitation capitaliste, le cœur de la machine à profit, le lieu où se réalise l'essentiel des profits de la grande bourgeoisie, ce sont les grandes entreprises. Être militant communiste révolutionnaire chez PSA, à Bolloré, Arcelor, Renault, Airbus, ça veut dire s'affronter directement, face à face, aux membres de la classe sociale qui dirigent ce pays et qui dirigent le monde. Oh, ce n'est pas que les petits patrons soient meilleurs ou pires que les grands actionnaires du CAC 40. Nous savons très bien que dans certaines toutes petites usines, les conditions d'exploitation sont souvent bien pires que dans les grandes, parce qu'il n'y a pas de syndicat, pas d'inspection du travail, parce que le patron se sert du code du travail uniquement pour caler son bureau. Et ça donne, dans ces petites boîtes, des conditions de travail parfois dignes du XIXe siècle. Mais lorsque les travailleurs de ces petites boîtes entrent en lutte, ils ne s'affrontent qu'à leur patron, individuellement. C'est déjà énorme. Ça demande infiniment de force et de détermination, mais cela ne pourra pas être décisif à l'échelle de l'économie tout entière. Quand on travaille et milite chez Toyota, Sanofi, au chantier de l'Atlantique, à Airbus, à Safran ou à Dassault, et quand on y entraîne ses camarades dans la grève, c'est à la grande bourgeoisie que l'on s'affronte, en direct. C'est au MEDEF, c'est au CAC 40, c'est-à-dire à ceux qui dirigent la société dans son ensemble. Alors oui, quand la classe ouvrière renouera avec les luttes, avec la conscience de classe, il sera vital que dans ces grandes entreprises, dans ces centres névralgiques du capitalisme, il y ait des militants communistes révolutionnaires, des militants ouvriers qui auront su patiemment, avec opiniâtreté, s'y implanter et y faire vivre leurs idées.
Militer politiquement dans une entreprise, ça veut dire trouver les moyens de s'exprimer malgré la répression et l'interdiction patronale. Vous savez, tout ce que je viens d'expliquer, les patrons le savent aussi bien que nous, et c'est la raison pour laquelle il y a une chose qu'ils ne veulent surtout pas voir. C'est voir les idées communistes s'implanter dans leurs usines. Nous le répétons souvent, la démocratie, cette démocratie dont Macron et ses semblables se gargarisent tous les jours, elle s'arrête aux portes des usines. Il est interdit de faire de la politique au sein des entreprises, interdit d'y diffuser des tracts ou d'organiser des réunions politiques. Les patrons nous autorisent, et encore de façon très encadrée, à exprimer des revendications sur nos conditions de travail à travers les syndicats, mais pas à nous préoccuper de politique, c'est-à-dire, au-delà de ce qui se passe dans les ateliers et les bureaux, de nous préoccuper de l'organisation générale de la société. Ce sont pourtant deux questions totalement indissociables. Les patrons ne gèrent pas leur entreprise individuellement, comme si chacune d'entre elles était une petite île vivant en autarcie et coupée du monde. Leur politique, en matière de salaire, de conditions de travail, d'embauche ou de licenciement, dépend de facteurs qui sont communs à l'ensemble du patronat. Ce sont toutes ces questions que les travailleurs doivent connaître et comprendre pour avoir, comme le disait le syndicaliste révolutionnaire Fernand Pelloutier au début du XXe siècle, pour avoir la science de leur malheur. Être un travailleur conscient, cela veut dire ne plus seulement subir, mais comprendre. Comprendre les rouages de l'exploitation, comprendre les questions économiques, comprendre la concurrence, comprendre en quoi les grandes questions internationales ont un retentissement direct sur nos conditions de vie, sur nos conditions de travail, ici en France, comme la guerre en Ukraine, par exemple, dont nous savons déjà qu'elle va conduire les patrons à tirer nos salaires vers le bas pour tenter de récupérer sur notre dos ce qu'ils vont perdre entre sanctions économiques et hausse de prix de l'énergie. C'est pour ça que les travailleurs doivent avoir une politique, leur politique, une politique de classe. Une politique de classe, c'est celle qui est résumée dans l'une des premières devises du mouvement ouvrier. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Le patronat voudrait que nous soyons simplement des exploités, des pauvres victimes qui se contentent de remettre leur sort entre les mains d'un faux sauveur suprême, mais surtout pas à réaliser que leur émancipation dépend de leur lutte, de leur combat. C'est parce qu'il a peur de voir les idées de la lutte de classe s'implanter dans les ateliers et les bureaux que le patronat y interdit la politique. Eh bien, il n'y est jamais arrivé et il n'y arrivera jamais. Parce que depuis que le capitalisme existe, il s'est toujours trouvé des militants ouvriers pour braver les interdits et arriver quand même à militer dans la classe ouvrière. Au fil des hauts et des bas du mouvement ouvrier, cette petite flamme ne s'est jamais éteinte. Eh bien, même dans la période de recul que nous vivons, nous restons profondément convaincus que c'est cette petite flamme qui, un jour, mettra le feu à la plaine et embrasera le monde entier. C'est sous la pression des luttes du mouvement ouvrier que le patronat a dû céder le droit pour les travailleurs, en tout cas dans les pays riches, de former des syndicats et d'y adhérer. Mais il l'a fait selon ses règles, dans le cadre qu'il a lui-même fixé et uniquement dans celui-ci. Parce que c'est la bourgeoisie qui dirige la société, c'est elle qui fixe les règles du jeu. Et tant qu'il en sera ainsi, elle trouvera toujours le moyen de retourner contre les travailleurs leur propre conquête. Les syndicats, que les patrons craignaient tellement avant qu'ils existent et à leur début combatif, ils ont réussi à les retourner, à les dévoyer, à domestiquer leurs dirigeants et leurs appareils, à les intégrer à tel point que les directions des grandes confédérations syndicales ont fini par devenir, à leur tour, ouvertement pour les unes, de façon dissimulée pour les autres, des instruments de défense de l'ordre social existant. Oui, dans les pays les plus riches, la bourgeoisie a offert aux appareils syndicaux opportunités, postes, responsabilités, respectabilité, dans le seul but de leur rogner les dents et les griffes et de finir par en faire des alliés. Et elle y est parvenue. Au point que même ces responsables syndicaux partagent depuis longtemps avec le patronat
la volonté affirmée d'empêcher les travailleurs de faire de la politique. C'est tourner le dos à toute l'histoire du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, depuis le milieu du XIXe siècle où il est né, s'est bâti sur l'idée que la lutte pour les conditions de travail et les salaires ne pouvait pas, ne devait pas être séparée de la lutte politique, de la lutte pour changer la société. Sur l'idée que lutter au quotidien pour l'augmentation des salaires n'est absolument pas contradictoire, mais complémentaire avec le fait de lutter pour l'abolition du salariat et de la propriété privée. C'est Karl Marx, dès 1848, qui l'a exprimé en premier dans le fameux manifeste communiste. Je le cite. « Les communistes combattent pour les intérêts et les buts immédiats de la classe ouvrière, mais ils défendent et représentent en même temps l'avenir du mouvement, c'est-à-dire des perspectives historiques, révolutionnaires. Dans l'histoire de la construction du mouvement ouvrier, ce sont toujours des militants politiques qui ont créé et animé les syndicats, qu'ils soient anarchistes, socialistes ou communistes, qui ont estimé qu'il était bien sûr indispensable que les travailleurs s'organisent dans les syndicats pour les luttes au jour le jour, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue l'avenir du mouvement, comme disait Marx, jamais manquer une occasion d'ouvrir les travailleurs à des perspectives bien plus larges, c'est-à-dire la perspective du renversement de la dictature de la grande bourgeoisie sur la société. Mais même dans les périodes de résignation, de recul du mouvement ouvrier organisé, de démoralisation des travailleurs, comme celle que nous vivons aujourd'hui, il nous revient de maintenir ce flambeau et de garder nos idées bien vivantes. Et plus encore dans les périodes de remontée des luttes, où la présence de militants communistes révolutionnaires sera décisive pour ne pas voir les combats des travailleurs menés dans une impasse. Le rôle des militants communistes que nous sommes est de populariser et faire connaître cette idée fondamentale que ce sont les travailleurs qui ont la force et le pouvoir de changer et de diriger le monde, et que cela commence aujourd'hui par le fait d'apprendre à diriger leurs propres luttes et leurs propres organisations. C'est pour cette raison qu'à Lutte ouvrière, nous nous battrons toujours pour que dans les grèves et dans les syndicats, ce soient les travailleurs qui décident et non les grands chefs syndicaux. Nous nous battrons toujours pour que les grèves et les syndicats soient dirigés de bas en haut et non pas de haut en bas. Ces idées révolutionnaires, nous les défendons chaque jour dans les entreprises où nous militons, dans les quartiers où nous habitons. Et évidemment, nous les défendons aussi dans le cadre d'une campagne électorale. Le fait que nous soyons révolutionnaires et que nous participions tout de même aux élections en étonne certains, mais c'est pourtant simple. Nous faisons campagne justement pour convaincre les travailleurs de perdre leurs illusions dans les capacités des élections à changer leur sort, pour les convaincre que leur avenir, l'avenir de toute la société ne dépend pas des urnes, mais de notre capacité collective à nous battre. En nous présentant à l'élection présidentielle, nous voulons, entre autres, permettre à ceux qui se retrouvent dans nos idées de l'affirmer haut et fort, sans ambiguïté, sans calcul politicien. Nous voulons faire en sorte que ceux qui sont viscéralement révoltés par le capitalisme puissent avoir une occasion de le dire clairement en votant dimanche prochain pour Nathalie Arthaud. Le 25 avril, l'élection présidentielle sera terminée et pour la plupart des candidats, ça sera l'heure de ranger les affiches et les tracts. Pas pour nous. Parce que le combat contre les capitalistes, le combat pour implanter nos idées dans la classe ouvrière, il se déroule chaque jour, partout, tout le temps. Nous continuerons de militer comme nous le faisons en permanence, parce que les grandes messes électorales ne sont qu'un épiphénomène dérisoire dans la marche de ce monde qui court vers le chaos. Nous continuerons de nous efforcer de gagner des femmes et des hommes à nos idées et de les convaincre de nous aider à les faire vivre, de dénoncer l'exploitation là où elle se déroule, de défendre une politique révolutionnaire à travers notre presse d'entreprise, nos bulletins réguliers. Les forces de la classe ouvrière sont intactes. Il y a toujours des dizaines de millions de travailleurs dans ce pays qui représentent une force colossale, par leur nombre d'abord, et surtout parce qu'ils font tout
tout fonctionner. Parce que sans le monde du travail, il n'y aurait pas une usine, pas une administration, pas un hôpital, pas une école, pas un bus, pas un commerce qui fonctionnerait. Ce qui manque à cette classe ouvrière, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la force. Ce qui manque, c'est la confiance dans sa force collective. Ce sont des idées, c'est la conscience politique. Eh bien, il faut se battre pour restaurer cette confiance. Il faut se battre pour faire en sorte que dans les luttes de demain, il y ait suffisamment de militants communistes, de femmes et d'hommes pour que ces luttes ne soient pas trahies, dévoyées, comme elles l'ont été tant de fois par le passé. Il faut se battre pour que lorsque des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs se lanceront demain dans la lutte, ils trouvent des militants qui les aideront à trouver leur chemin. La période que nous vivons, elle est dure, elle est lourde de menaces, mais nous avons toutes les raisons d'être fiers de nos idées. Nous sommes fiers d'être des communistes dans cette société qui chante les vertus de l'individualisme. Nous sommes fiers de continuer à défendre de toutes nos forces l'idée que la classe ouvrière est l'avenir du monde dans cette société où on voudrait nous faire croire que l'émancipation consiste à créer son entreprise. Nous sommes fiers de défendre tout simplement l'idée que le capitalisme n'est pas et ne peut pas être l'avenir du monde, qu'il y aura un jour où la vie de l'humanité ne dépendra plus des cours de la bourse et de la folie des spéculateurs. Notre classe, la classe ouvrière, a mené depuis qu'elle est née d'extraordinaires combats pour son émancipation. À peine constituée, elle s'est levée et elle s'est battue contre l'exploitation, contre l'oppression, contre la misère, contre la dictature des riches. Elle a connu peu de victoires et beaucoup de défaites, c'est vrai, mais cela n'entame en rien notre confiance inébranlable dans le fait que l'avenir lui appartient. Alors soyons nombreux à reprendre le flambeau de ces luttes, soyons nombreux à brandir fièrement notre drapeau rouge, le drapeau du mouvement ouvrier, le drapeau de la révolution sociale, le drapeau de l'émancipation de l'humanité. Vive le communisme et vive la classe ouvrière!